Ah, l'humour anglais, le guide du parfait gentleman assassin, faire rire autour de crimes, ça c'est toujours extrêmement jouissif. Virginie Lemoine, vous mettez donc en scène le guide du parfait gentleman assassin qui sera à partir du 21 août sur la scène du théâtre du Palais Royal. C'est un savant mélange d'humour anglais, de comédie musicale. D'ailleurs, on le voit sur l'affiche, un mélange de... Il y a un nœud papillon, un homme en nœud papillon, très bien habillé, et puis il tient dans ses mains une fiole d'arsenic, en tout cas de poison. C'est pas forcément deux choses qu'on associe facilement, la comédie musicale et l'humour noir. Oui, oui peut-être. En tout cas, l'objet, il est très singulier, ça c'est sûr. Il est complètement fou. Et puis c'est loin de ce que vous faites d'habitude aussi. Alors oui, c'est vrai. Moi, je me laisse complètement aller dans le cours du torrent. On dépend de toute façon des propositions qu'on nous fait. Et j'avais mis en scène pas mal de spectacles musicaux, mais je fais pas vraiment la différence entre des pièces ou des spectacles musicaux. C'est vrai que cet univers-là, en revanche... le crime comme ça, aussi loufoque, j'avais pas abordé. Alors c'est adapté d'un classique de la littérature anglaise, de Roy Horniman, qui avait déjà inspiré le cinéma, me semble-t-il, avec Noblesse oblige, en 49, avec Alec Guinness, qui tue qui passe son temps dans ce film à tuer des gens, parce qu'il veut devenir noble, et puis il va tuer tous les gens qui le séparent d'un titre de noblesse. C'est ça, en fait, il apprend au tout début du récit que, par une connaissance de sa mère, que lui ne connaît pas du tout, qu'il est un dice quiz, c'est comme s'il apprenait qu'il est un Rothschild, et que donc il peut prétendre à l'immense fortune et au titre de comte. Il y a un tout petit détail, il y en a 8 avant lui. Ah, voilà. 8 meurtres à commettre, pour pouvoir acquérir ce titre de noblesse. Il y a un petit teasing qui est très drôle, parce qu'on prévient aux âmes sensibles que ça va être peut-être compliqué pour elle, d'une manière humoristique. Oui, franchement, les âmes sensibles à partir de 6 ans peuvent venir. Écoutons quand même. Si vous avez le cœur un peu sensible, si vous avez des soucis de santé, il va bientôt se passer des choses horribles. Alors voilà, ne restez pas, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Ne restez pas, c'est mieux comme ça. Il va se passer des choses horribles pour rire. Oui, on ne fait que rire. Alors, il a une particularité qui est déjà née dans le film Noblesse oblige, c'est qu'il y a un comédien, Gaëtan Borg en l'occurrence, qui fait ce jeune futur comte, ce jeune héritier. Et puis tous les membres de la famille, les 8 autres, sont tenus par le même comédien, qui est Benoît Coden, absolument extraordinaire. Qui revient à chaque fois avec j'imagine, un apparat différent, des tenues différentes. Ne serait-ce que répétition, quand on le voit arriver à chaque fois, mais on éclate tous de rire. Pourtant, on connaît les costumes, mais c'est extraordinaire. Donc là, vous répétez en ce moment au théâtre du Palais Royal, où peut-être que la clim était un peu forte, ce qui explique votre petite extinction de voix, c'est ça ? Je crois que la clim, elle était très bien. C'est moi qui suis un tout petit peu, comment vous dire, à fond. Donc, à fond, un peu stressé, je sais pas. Avec le temps qu'il fait en ce moment, les écarts de température qu'on peut avoir entre l'extérieur et certains endroits climatisés. Parce qu'elle est très bien, la clim, en fait, c'est de l'air renouvelé. Mais il fait frais, c'est très agréable. On va en reparler évidemment, et puis de cette deuxième pièce, le manuel de la jeune mariée, ça ce sera un petit peu plus tard, à partir du 26, au théâtre La Bruyère, si je ne m'abuse. Absolument. On en parlera tout à l'heure, parce que c'est aussi très original, et ça s'annonce aussi très très drôle. Vous avez donc une double actualité avec 2 pièces. Vous allez nous raconter comment vous mettez en scène, et comment vous mettez en scène 2 pièces en simultané, presque, même si vous avez sans doute travaillé sur une pièce avant l'autre, mais c'est vrai que c'est une actualité, une rentrée chargée. On commence chaque émission avec notre invité par un portrait sonore. On va écouter des archives ou des sons, des extraits d'émissions qui vont a priori vous parler ou vous rappeler des souvenirs qui ont marqué votre parcours. Écoutez. Entrez toujours, monsieur le docteur. Mon mari me trompe. Victor Emmanuel ? Victor Emmanuel, parfaitement. C'est-à-dire que j'ai toujours été pour elle un mari à la hauteur. Quoi ? On prend une feuille de papier à lettres bien parfumée. On adresse une lettre à son mari, une lettre brûlante, comme si c'était d'une autre femme, bien sûr. Et l'on termine en lui donnant un rendez-vous. Je vous attendrai aujourd'hui à 17h à l'hôtel du Minet Galant. Hôtel du Minet Galant. Extrait d'une pièce de Feydeau, La puce
à l'oreille. Alors, c'est pas celle que vous aviez vue à l'époque, en 1978, à la Comédie Française, avec Michel Duchossois, dans le rôle principal, mais c'est la même pièce. Ça vous a marqué, ça a été un moment important dans votre vie. On est donc en 78, vous avez 17 ans. 17 ans, oui. Et c'est une révélation. Ah oui, absolument. En fait, on avait été tous en famille voir La Puce à l'oreille, et à la Comédie Française, et il y avait Alain Feydeau qui jouait, et mon frère aîné lui donnait des cours d'orgue, et après on avait invité Alain Feydeau à dîner à la maison. Donc Alain Feydeau nous a invités dans les loges, il nous a fait visiter les loges, mais c'était extraordinaire, les loges de la Comédie Française. Il y avait des ascenseurs assez larges pour contenir les robes à crinoline. Moi, ça m'a fait rêver. Puis après, il est venu dîner à la maison, il nous a expliquer le fonctionnement de la Comédie Française qui, Dieu sait, à l'époque était drastique, mais ça m'a parlé, ça m'a fait rêver. Et le lendemain, pendant le petit déjeuner, j'ai dit à mon frère aîné, j'aimerais bien faire du théâtre, et il m'a dit, écoute, accompagne-moi à Rouen, et on s'est inscrit au cours d'art dramatique. Au cours d'art dramatique à Rouen, vous avez retrouvé notamment une belle équipe, Franck Dubosc, Karine Villard, Valérie Lemercier, et Valérie Maurice aussi, qui fait beaucoup de télévision. Voilà, donc il y avait quand même du beau monde, mais avec le théâtre, donc c'est une révélation même qui remonte bien avant 1978 et la Comédie Française, parce que j'ai lu que à 7 ans déjà vous alliez voir Phèdre, et vous compreniez pas pourquoi Hippolyte, qui était mort, était venu saluer le public à la fin. Ah oui, ça je comprenais pas du tout. Mon frère aîné, alors j'avais 7 ans et mon frère aîné avait 10 ans et demi, on était allés tous les deux au théâtre du Tertre qui n'existe plus voir Phèdre, et il m'avait bien expliqué la pièce avant. Et j'ai regardé Hippolyte parce que je me suis dit, non, mais je pense qu'il est amené à... Et puis même Phèdre aussi. Et tout le monde venait saluer à la fin. Et puis tout le monde avait l'air de bien s'entendre. Moi, j'avais pas très bien compris. Et là, c'est bon, là, pour le guide du parfait gentleman assassin, vous comprenez pourquoi ils reviennent saluer à la fin. Oui, surtout là, c'est ça le même va. acteur qui meurt 8 fois. Donc, oui, donc il ressuscite toujours. Vous avez vu, tiens, on parlait de la Comédie Française, ce film de la Comédie Française qui est en train de cartonner. C'est merveilleux. Qui s'approche de Bertrand Huskla, qui s'approche du million d'entrées. C'est magnifique. Une comédie sur les coulisses, effectivement, de la Comédie Française, avec évidemment des choses qui sont peut-être un petit peu exagérées, mais pour rire. Mais c'est vraiment très drôle, je vous le conseille. J'imagine que vous allez y aller. Ah oui, certainement, ça c'est prévu. Virginie Lemoine, on va continuer d'évoquer votre parcours avec ce portrait sonore dans un instant. On parlera notamment d'une dame qui a beaucoup compté, je pense, en tout cas dans votre carrière. En tout cas, vous l'avez côtoyée pas mal de temps, puisque vous aviez fait ses premières parties. Vous voyez de qui je veux parler ? Juliette Gréco. Je sais pas, on verra. Europe 1, 10h-13h, le club de l'été. Julien Pichenet. Avec notre invitée Virginie Lemoine, comédienne, humoriste, metteuse en scène. On dit metteuse en scène. Oui, metteuse en scène. Pas metteur en scène, non, metteuse. Bah voilà, bien sûr. Deux pièces. Le guide du parfait gentleman assassin et le manuel de la jeune mariée 1957. On va en reparler aussi du manuel de la jeune mariée 1957 parce que il y a pas mal de choses à dire autour de ça. Et Nicolas on fera même peut-être le procès des années 50. Il va vous poser des petites questions, savoir ce qu'il faut conserver ou pas de ce manuel. Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent encore ou beaucoup même peut-être de tirer de ce manuel. Une autre archive maintenant qui va sans doute beaucoup vous parler. Je vous dirai pourquoi j'ai précisément choisi celle-ci. Et nous revenons à Bobino pour y rencontrer celle qui en est la vedette, celle dont tout Paris parle en ce moment, Juliette Gréco. Personne ne l'oubliait bien sûr, mais tout de même, il y avait 3 ans qu'elle ne s'était pas produite sur scène dans la capitale. Le public a reconnu en elle la jeune femme qui exprime notre époque avec vérité, en y mettant tout son cœur, sa tendresse et son esprit. T'es toute mou sous ton poule, y a la rue qu'aime ma boule, joli mot. T'as ton cœur à ton cou, et le bonheur par en dessous, joli. Archive Europe 1 avec la voix de Robert Marcy qui présente Juliette Gréco à Bobino. Nous sommes le 13 mars 1961. Vous êtes né le 26 février 61. Vous sortiez à peine de la maternité que Juliette Gréco était sur la scène à Bobino. Et 20 ans plus tard, vous vous rencontrez parce que vous faites avec les Ginettes. Donc là, on est après Rouen, après le cours d'art dramatique. Vous fondez en 82 les Ginettes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'était les Ginettes? C'était un agglomérat de copains, on va dire. En fait, il y avait à l'époque des fêtes gays à Paris, tout à fait festives. Et j'ai un copain qui a organisé une fête avec Juliette Gréco. Et il n'y avait pas de première partie. Il s'est dit, tiens, je vais le faire moi. Donc il m'a dit, tu veux pas écrire des chansons? J'ai dit oui. J'ai dit à ma meilleure amie qui est chanteuse d'opéra, viens avec nous. Et que mon frère aîné a écrit des musiques et on s'est appelé les Ginettes. Et on a fait la première partie de Juliette Gréco. Moi, j'étais jamais montée sur scène. C'est mon premier passage. Une première. Alors, en première partie de Juliette Gréco,
mais c'est quand c'était même- fou, ouais. c'était fou. Je trouve que c'est quand même, on l'a entendu chanter là, quand même une voix absolument extraordinaire et très singulière et un univers vraiment à elle. C'est vraiment un personnage hors du commun, Juliette Donc Gréco. vous l'avez côtoyée véritablement, on peut dire, ou ça, il y avait une certaine distance quand Ah même non, ou- elle était Ouais. très charmante. Elle est arrivée, elle nous a salué avec beaucoup de sympathie, de chaleur. Et puis moi, je la regardais, mais c'était inouï pour moi de pouvoir croiser Juliette Gréco, d'être dans la même loge qu'elle. Et elle avait refait le nœud de cravate de mon frère aîné, qui était complètement statufié devant elle. C'est un souvenir incroyable. Et sur scène, j'étais tellement heureuse que j'ai cru que je pouvais m'envoler si je voulais. Si j'agitais les bras, j'allais m'envoler tellement j'étais heureuse. Donc la scène, vous la découvrez en première partie de Juliette Gréco. On va faire un petit saut dans le temps pour se retrouver dans les années 90 où vous avez été à ce micro, Virginie Oui, Lemoine, oui, en tous les 1995, Ouais. 1996. Extrait. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les programmes de télévision, quoi regarder aujourd'hui, ce soir, Virginie, Laurent, on commence bien entendu par TF1. 16h45, Dorothée au Zénith. Vous voilà prévenu. Si les gosses tombent dessus, ne venez pas vous plaindre, nous on a fait notre boulot. Le principe était très simple et très efficace. Vous ouvrez un programme télé et puis hop, on commente un petit peu tous les programmes du jour hein, avec Laurent Gérard. C'est un bon souvenir. Et Philippe Aubert, absolument extraordinaire. Oui, c'est un souvenir extraordinaire. Et on donnait tous les jours la programmation de la chance aux chansons. Ouais. Je me souviens, tous les jours. Oui, c'est un extraordinaire souvenir. On commençait la journée avec Europe 1. Oui, parce que là, les journées étaient grandes. Et vous la terminiez avec Michel Drucker, bien sûr. Vous êtes prostituée, droguée, alcoolique, vous avez des couilles cubiques, des hémorroïdes, et vous désirez faire de la télé. Bonne nouvelle, Mireille Dumas revient. Alors, Et en plus, à la fin de l'émission, dans 3 minutes, je dois annoncer à 22h45 Balémas. c'est pour ça. Et on salue Michel Drucker qui nous Oui, écoute, on l'embrasse. qui nous écoute régulièrement. C'est vrai, Nicolas, on en parlait hier en préparant l'émission. C'est vrai que c'était quand même assez provoque. Hein, Est-ce que c'est encore possible de faire ça aujourd'hui, cet humour-là? Ça galait quand même. Hein. Oui, non mais il y a des humoristes qui y vont toujours et qui sont très très drôles, je pense. Hein. Je pense. Les choses ont changé parce que maintenant il y a une telle exposition avec les réseaux sociaux. Moi, je suis pas sur les réseaux. Alors j'y suis, mais c'est pas moi qui. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. Donc je suis ça de loin, mais je trouve qu'il y a quand même il y a une belle relève quand même d'humoristes et je les admire d'arriver à. Je trouve que la situation elle est de plus en plus complexe mondialement et je les admire quand même d'arriver à trouver le souffle. Ouais. Ah ouais, oui, vraiment. À l'époque, il n'y avait pas eu de problème. Vous vous souvenez d'un sketch peut-être qui avait. Si, on a eu des soucis. Ah oui, quand même. Oui. Mais Michel, à chaque fois, on le voyait après il dans son éteignait le bureau. Et il commandait des fleurs pour tout le monde. On entendait. Si. Moi, je le vivais pas bien parce que moi, j'adore qu'on se foute de moi. Ça me faisait rire. Parfois, les guignols de l'info, ils se foutaient de nous, mais ça me faisait tellement rire que si je voyais que quelqu'un était blessé, en fait, je le vivais très mal. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que je crois que j'étais pas trop faite pour ça. Le budget fleuriste de la production, peut-être plusieurs millions. Hein, je pense qu'elle a été assez conséquent. Tout le monde a été arrosé de fleurs. Encore un autre extrait, Virginie Lemoine, avec quelqu'un qui a aussi compté, comme Michel Drucker, hein, sans doute beaucoup dans votre parcours. Bonjour Maryse. Bonjour Pierre. Maryse, regardez bien ceci. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que c'est? C'est un mini bigoudi. Non, Maryse. C'est une cigarette 100% naturelle et qui ne contient que de l'herbe. De l'herbe. Oui, Maryse. Vous allez voir, vous ne ressentirez aucune nausée et vous n'aurez pas cette odeur désagréable qu'ont les fumeurs impénitents. Voilà. Alors, est-ce du tabac? Non. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que vous avez un goût de tabac dans la bouche? Voilà. Eh bien, aujourd'hui, pour vous procurer ces termes magiques, 3615, télé à chiche.
J'imagine, Virginie Lemoine, que vous vous souvenez de cette parodie de Oui. Téléshopping, Pierre Bellemare, Maryse Corson, avec cette fois vous et Jacques Martin, Oui. que vous avez rencontré le jour de vos 30 ans. Oui. C'est ça. Oui. Et moi, ce que j'adore, c'est cette anecdote. Vous avez été embauché d'une manière assez atypique. Ah oui, il me dit, mais vous chantez? Je lui dis, mais je chante très mal, mais je chante. Il me dit, alors allez-y. Et je crois que j'ai chanté le gros chat qui pue, un truc comme ça. Ouais. Voilà. Le chat qui pue, qui pète, je sais pas quoi. Et il a appelé Bob Kibel, et il lui a dit, cette jeune femme chante les chansons que l'on aime. Il m'a engagé comme ça. Et aussi parce qu'il avait sur son bureau une grosse biographie d'André Frédéric. Le poète. Qui était un contemporain de Queneau. Alors, on s'en souvient pas trop aujourd'hui. Assez loufoque, assez provocateur, mais assez moi, torturé. j'aimais beaucoup. Et lui aussi. Et donc là, je pense que c'est ça surtout qui a retenu son attention. Il marchait comme ça, Jacques Martin, à l'affect. Ah oui, au coup de ça foudre, pouvait se faire en 10 l'évidence. secondes comme ça. Oui, complètement. Tout était possible. Non, c'était fou. On a tellement rigolé. Mon Dieu, qu'on a ri. C'était plus de rire que de... Parce que Jacques Martin aussi, on entend dire que c'était très rigoureux, que c'était très dur. Non, mais parfois il hurlait, toujours, mais ce qu'il y a, c'est que nous, ça nous faisait rire, parce que déjà, il nous hurlait pas dessus du tout. Et parfois, il faisait une recette de cuisine avec David, et puis il n'y avait pas le bon ingrédient, pas la bonne farine. Alors, il était furibard, il prenait son micro, il le jetait par terre, et puis il partait. Donc, j'étais préposée Jacques Martin, donc j'allais le chercher. Il attendait juste qu'on aille le chercher, quoi. Mais c'était un personnage tellement extraordinaire, magnifique. J'ai tellement ri avec lui. J'avais beaucoup d'admiration pour lui. Il aurait voulu être énormément de choses. Acteur, notamment. Acteur, chanteur d'opéra. Il avait une grande passion pour Antonin Artaud. Enfin, c'était vraiment un personnage pour Jean Genet. Vraiment un personnage très cultivé, hors du commun. J'avais beaucoup d'admiration pour lui. Et alors, il a peut-être été dur avec certaines collaboratrices. En tout cas, avec moi, jamais. J'ai toujours eu d'excellents rapports avec lui, toujours. Peut-être parce que ça me faisait rire quand il riait, mais on riait tellement. Vous avez peut-être gardé en vous certains de ses conseils. En tout cas, on est constitué aussi par les grandes personnalités qu'on a rencontrées. Peut-être que... En tout cas, il a fait des choses folles quand il était jeune, Jacques Martin. Il est allé se faire cuire un œuf sur la flamme du soldat inconnu. Oui. Il a été arrêté, je crois, après. Mais c'était dingue. Il a été longtemps au micro d'Europe 1. D'ailleurs, ça a été assez saccadé, parce qu'il se faisait régulièrement... Avec Jean-Yann. Il se faisait régulièrement licencier. Oui, c'est ça. Non, mais ils allaient très très loin, à dire.